je vous propose de commencer cette réunion des décryptages chantés. Il s'agit de la cinquième épisode. Et nous avons le plaisir ce soir, vous êtes une centaine présents et je vous félicite, avant l'intervention du président de la République et le match de foot. Donc on est en grande concurrence ce soir. C'est pour ça que nous avons décidé de décaler avec Pascal d'une demi-heure. Nous recevons Pascal Chanvert. Pascal, alors, j'ai connu Pascal il y a quelques années quand nous étions administrateurs d'un objet administratif très important qu'on appelle la CNSA, qui est la caisse qui gère l'argent qui permet de financer la dépendance, qu'elle soit liée à l'âge ou qu'elle soit liée au handicap. Vous vous souvenez de l'affaire du lundi de Pentecôte sous le Premier ministre Raffarin. Eh bien, cet argent la CNSA a été créée à l'époque, et lors du premier conseil d'administration, tous les deux, nous siégions. Pascal pour les établissements recevant des personnes âgées dépendantes, et moi au titre des départements de France à l'époque. Alors Pascal est titulaire et diplômé de l'École nationale de santé publique de Rennes, et puis il explique que, alors qu'il avait quitté l'école, il est tombé sur une petite annonce sur une maison de retraite, et donc c'est comme ça que sa destinée a été aspirée vers cette thématique très importante qui est celle de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il est le président de l'association des directeurs des services au service des personnes âgées, et à ce titre, c'est probablement un des connaisseurs français les plus précis sur cette question, qui est évidemment complexe puisqu'on parle à la fois de la prise en charge à domicile, mais de la prise en charge en établissement et de la prise en charge dans tous les sens du terme. Et on sait que durant cette crise du Covid, la question des personnes âgées a évidemment été un point extrêmement important. Il est également vice-président d'un network, d'un réseau qui réunit les savoir-faire et les expériences à l'échelon européen, puisque cette question est évidemment pas seulement française, mais une question d'ordre international et particulièrement européenne. Enfin, lui-même est directeur d'établissement, et donc ce n'est pas quelqu'un qui fait de la théorie, mais c'est vraiment quelqu'un qui est versé dans la pratique, et c'est un homme de terrain. Voilà, mon cher Pascal, j'espère que je n'ai pas trop oublié d'éléments importants. Mais tu vois, je suis vraiment très, très heureux de te recevoir, parce que la question des personnes âgées, quel que soit le sujet que nous abordons, en matière sanitaire, en matière médico-sociale, en matière sociale, quelle que soit la question des personnes âgées revient toujours sur le devant de la scène. C'est une interrogation que nous avons tous. Comment améliorer cette prise en charge, comment la financer, comment faire en sorte que, eh bien, on apprenne parfois aussi de nos erreurs. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. À 20h, nous laisserons la place au président Macron. Et donc, je te propose de faire un propos d'introduction, si tu veux, d'une dizaine de minutes. Et puis après, librement, les gens poseront des questions sur ces sujets-là. Je demanderai simplement aux gens d'éteindre leur micro pendant que Pascal prend la parole. Et puis après, je vous donnerai la parole. Vous lèverez la petite main jaune, là. Vous savez, il y a un truc très pratique. Et vous poserez des questions en 1 minute. Et Pascal aura 2 minutes pour vous répondre, mais vraiment, je posais des questions courtes. Pascal, tu as la parole. Merci Philippe. Bonsoir à tous. Merci de ton invitation. Alors, effectivement, je vais vous parler de l'accompagnement des personnes âgées. Pardon Philippe, mais je n'aime pas le terme de dépendant et de dépendance, parce que je pense que même si c'est le terme qui est le plus largement employé, c'est un terme qui stigmatise. Un jour, j'ai expliqué cela à des interlocuteurs qui me disaient « mais vous refusez d'utiliser le terme de dépendant, pourtant tout le monde comprend bien ce que c'est dépendant ». Et j'avais répondu « bougnoul et youpin, tout le monde comprend bien, mais moi, ce n'est pas des mots que j'utilise ». Et je pense qu'on est vraiment dans le même ordre d'idées, parce qu'il faut bien voir, si on veut comprendre ce qui se passe dans notre pays et plus généralement en Occident en matière d'aide aux personnes âgées, il faut bien comprendre qu'on est en Occident dans un univers qui est particulièrement agiste. C'est quoi l'agisme? C'est au fond une discrimination, comme le racisme, comme l'homophobie, comme l'antisémitisme, comme le sexisme. La différence entre l'agisme et les autres discriminations, c'est que si je tiens des propos sexistes, racistes, homophobes, tout le monde va les repérer. Par contre, l'agisme, il imprègne tellement notre société et au fond, on est tellement peu habitué à lutter contre que c'est les propos agistes qui paraissent normaux et c'est lutter contre l'agisme qui paraît étonnant. Et comme le disait un intellectuel, au fond, il faut un décalage d'évidence. En 1920, en France, on était une démocratie.
il y avait une majorité, une opposition. Quand l'opposition gagnait les élections, la majorité abandonnait le pouvoir. Il n'y avait pas de prisonniers politiques en France. Il y a juste un petit détail. C'était une démocratie avec 50% de la population. Donc, les hommes politiques de l'époque ne pouvaient pas imaginer que les femmes puissent voter ou qu'il puisse y avoir des femmes même au Parlement. Et il aurait été inconcevable à l'époque d'imaginer la situation d'aujourd'hui où en 2020 en France, la majorité des ministres sont des femmes. Eh bien, au fond, du point de vue de l'âge, on est dans la même situation que ces hommes politiques de 1920. On ne sait pas au fond qu'on fonctionne dans un modèle qui est profondément discriminant. Alors, c'est quoi concrètement l'agisme? C'est au fond, comme toute discrimination, la parole du discriminé est extrêmement dévalorisée. Vous voyez bien que la parole des personnes âgées, et alors a fortiori si elles sont très âgées, est éminemment dévalorisée. Il y a plein de préjugés envers les personnes âgées. Ils sont riches, ils sont avares, ils sont acariâtres, ils sont dépressifs. Et puis, le grand mot, il ne faudrait pas vieillir. Dans un pays où tout le monde est gaulliste, tout le monde se plaît à citer la phrase du général la vieillesse est un naufrage. On oublie toujours que le général de Gaulle parlait de Pétain, dont on peut effectivement penser que sa vieillesse a été un naufrage. Mais le général de Gaulle ne parlait pas de la vieillesse en général. Et donc, pour aller rapidement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans toute discrimination, il y a une peur. Et si on veut lutter contre cette discrimination par l'âge, il faut comprendre quelles sont les peurs qui sont cachées derrière cette discrimination. Et au fond, il y a deux peurs majeures. La peur de vieillir, qui, elle, est consubstantielle à la vie. Lucrèce, qui est un philosophe romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, disait « Si tu veux être heureux, regarde ta vie en face ». Et au fond, toute l'histoire des idées, toute l'histoire de la philosophie, toute l'histoire de la spiritualité, toute l'histoire plus récente des mouvements psy nous invite à nous poser la question de notre relation à la mort pour justement vivre mieux. Et puis l'autre peur derrière l'agisme, qui est une peur au fond assez récente dans les sociétés occidentales, hein, ça explose après la Seconde Guerre mondiale, même si cette dégradation de la relation à l'âge, elle est en gésine dès la fin du 19e siècle, mais ça explose dans les années 50, eh bien, c'est évidemment la peur de vieillir, parce que nous sommes dans des sociétés qui ont bâti leur modèle social, leur modèle économique, leur modèle culturel sur l'idée du dynamisme, sur l'idée de la jeunesse. Et regardez toutes les pubs, comment elles valorisent des gens jeunes, des gens beaux, ça c'est le principe de la pub, mais surtout des gens jeunes et des gens qui sont toujours actifs, toujours dynamiques. Et au fond, on oublie le message de fond de toute société, au fond, c'est que dans une société, bien entendu qu'il faut s'occuper des jeunes, parce que les jeunes, c'est ceux qui font l'avenir de la société de demain. Moi, j'ai 62 ans, c'est pas moi dans 30 ans qui serai au cœur de l'action de la société française. Par contre, il faut aussi bien s'occuper des vieux et des très vieux, parce que dans une société, quelle qu'elle soit, l'avenir de chaque membre de la société, c'est de devenir vieux. Et rapidement, pour en conclure sur cette première partie, sur l'agisme, le paradoxe, c'est qu'au fond, l'Occident, qui est la civilisation qui a permis que les gens vivent le plus longtemps, il y a toujours eu des vieux. Si on relit ce qu'écrivait Cicéron sur la vieillesse, c'est toujours d'actualité. Mais l'originalité de l'Occident, c'est d'avoir fait en sorte qu'il y ait une révolution de la longévité. On meurt beaucoup plus tard qu'au temps de Cicéron ou qu'il y a 2 siècles. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont très âgées. Et parmi ces personnes très âgées, il y en a, celles dont je m'occupe, qui ont besoin d'être accompagnées à domicile ou en établissement. Alors, rapidement, après ce focus large et je dirais occidental, mais il est indispensable et vous verrez que dans toute l'heure qu'on va consacrer à ces sujets, il faudra en permanence qu'on ait cette préoccupation de considérer le vieux et le très vieux comme notre semblable. C'est ça la logique au fond de la fraternité, de la devise républicaine, c'est considérer l'autre comme son semblable, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre et quel que soit son âge. Alors,
rapidement la situation de notre pays en matière d'aide aux personnes âgées vulnérables ou fragiles, puisque je n'aime pas le terme de dépendant. Il y a la situation particulière de la France par rapport à nos voisins européens, c'est que nous sommes en retard dans ce secteur. Nous ne faisons pas assez bien. En un mot, pour le dire vite, nous ne consacrons pas suffisamment de temps auprès des personnes âgées, ce qui est dû au fait qu'il n'y a pas assez de professionnels dans les établissements et dans les services à domicile. Tout à l'heure, Philippe Juvin évoquait la CNSA au conseil de laquelle nous sommes rencontrés, et il évoquait Jean-Pierre Raffarin. Et Jean-Pierre Raffarin, suite à la canicule, a mis en place un plan qui a conduit à la création de cette caisse et puis à l'attribution de moyens supplémentaires pour le secteur à travers la suppression d'un jour férié. Et puis, il a été suivi par Dominique de Villepin, qui, en tant que Premier ministre, avait fixé un cap en 2006 en disant qu'il faudra en établissement qu'il y ait 8 professionnels pour 10 personnes âgées en 2012. Donc, vous voyez, c'était en 2012, il devait y avoir 8 professionnels pour 10 personnes âgées. Aujourd'hui, on est à peine à 6 pour 10. C'est vous dire le retard qui est le nôtre, y compris par rapport aux engagements pris dans notre pays. Et nous sommes très en retard par rapport à nos voisins européens. Rapidement, si on compare par rapport aux Belges, aux Allemands, aux Luxembourgeois, aux Suisses, aux pays nordiques, tous ces pays sont à des ratios de personnel de 8 pour 10 jusqu'à 12 pour 10. Autre élément, à domicile, il n'y a pas assez de professionnels. Les professionnels n'ont pas assez de temps pour accompagner les personnes âgées à leur domicile, et on pourra y revenir. Ça donne lieu à une grande insatisfaction des personnes elles-mêmes et de leurs familles. Au fond, le système a été bâti pour que l'on réponde aux besoins uniquement physiques des personnes âgées, c'est-à-dire faire en sorte qu'on les aide à se lever, qu'on les aide à se laver, qu'on les aide à manger. Mais vous, ce matin, vous vous êtes levé, vous vous êtes lavé, vous avez pris un petit déjeuner et vous avez éliminé ce qui s'est accumulé dans votre corps pendant la nuit, et puis votre vie a commencé, votre journée a commencé. Malheureusement, pour beaucoup de personnes âgées qui ont besoin d'aide, une fois qu'on a fait ça, leur vie s'arrête parce qu'il n'y a pas assez de temps. Nous ne consacrons pas assez de temps, la société ne consacre pas assez de temps à accompagner correctement les personnes âgées. D'où ce besoin de plus de personnel en établissement et à domicile. Et je répondrai à toutes vos questions ou j'écouterai toutes vos remarques et analyses sur ce sujet. Écoutez, je crois avoir tenu à peu près dans les 10 minutes. Juste pour conclure, en faisant le point, le lien avec la première partie, c'est de dire qu'au fond, dès lors que les très âgés, et particulièrement chez les très âgés, ceux qui sont vulnérables, sont dévalorisés, leurs besoins sont dévalorisés. Et donc, leurs besoins étant dévalorisés, on ne se soucie pas de leur droit à la culture, de leur droit au loisir, de leur droit à l'épanouissement. On s'en soucie très peu et on reste focalisé sur des besoins extrêmement matériels. Et ensuite, on attend que la famille, le conjoint quand il existe, les enfants s'ils ne sont pas trop loin, pourvoient au reste de ces besoins. Et vous savez combien, et c'est un autre drame de notre pays, un certain nombre d'enfants, un certain nombre de conjoints s'épuisent à accompagner des personnes âgées à domicile ou s'épuisent financièrement à accompagner des personnes âgées en établissement parce que, dernier élément, le prix payé par les personnes âgées en établissement est beaucoup trop élevé. Alors, que faut-il faire pour conclure? Eh bien, ce que le Conseil de la CNSA a décidé dans une proposition qu'il a faite la semaine dernière, vous voyez, on est au cœur de l'actualité, en disant qu'il faut constituer une 5e branche de sécurité sociale. Ça a été acté par le Parlement en juin dernier, et que cette 5e branche, il faut la financer, il faut trouver des financements complémentaires pour pouvoir aider correctement les personnes âgées à domicile en établissement, en tout cas à peu près au niveau de ce que font nos voisins européens, et faire que le prix payé par les familles et les personnes âgées en établissement, mais aussi à domicile, car il ne cesse d'augmenter, soit stabilisé, voire largement diminué en établissement. Voilà, j'en reste là pour cette présentation et comme nous a invité Philippe, j'écoute vos questions en 1 minute et je tente de répondre en 2.
Merci infiniment, Pascal. Alors, j'avais reçu avant la réunion beaucoup de questions par écrit, beaucoup de questions. Et puis, si vous voulez poser des questions, vous êtes présent, hein, vous manifestez, vous ouvrez votre micro, vous demandez la parole, ou vous ajoutez la petite main jaune qu'il faut. Alors, j'ai beaucoup de questions sur le personnel, bien entendu, et sur l'insuffisance. Eliane, le modèle danois est une excellence, il faut s'en inspirer, 10 agents pour 12 résidents, et un vrai studio de 25 mètres carrés, non pas une chambre de 12 mètres carrés, manque criant de personnel à EHPAD, etc. etc. Est-ce que tu partages cette idée donc qu'il y a pas, il y a le personnel, mais il y a aussi la question de comment on pense les locaux? Alors, j'essaye en 2 minutes, tout à fait. Et je suis ravi que dès le début, l'exemple danois soit évoqué parce que pour ceux qui s'intéressent au sujet, s'il y a un voyage d'études à faire, c'est le Danemark. Pourquoi? Parce que le Danemark, il a fait au fond ce que devraient faire tous les pays et ce que devraient faire au fond tous les êtres humains. C'est que quand on annonce qu'on veut faire quelque chose, il faut juste le faire. Ça fait des années et des années que dans beaucoup de pays, particulièrement en France, on nous rebat les oreilles sur le thème « il faut que les personnes âgées soient accompagnées à domicile et pas en établissement ». Mais à la fin des années 90, les Danois, ils l'ont fait. Ils ont par la loi décidé que puisque tout le monde voulait être à domicile, on supprimait les établissements, on n'en construisait plus déjà, première chose, et deuxième chose, on supprimait les établissements existants. Et comme les Danois évaluent leur loi, 10 ans après, ils se sont rendus compte qu'il y avait des vieux Danois fragilisés, vulnérables à domicile, qui vivaient des situations d'isolement absolument intolérables. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réouvert des établissements, mais comme ils les avaient fermés, ils sont partis d'une page blanche. Et ils ne se sont pas débattus comme nous à comment on va aménager des établissements qui sont parfois d'anciens sanatoriums, d'anciennes cliniques, d'anciens bureaux. Ils ont créé de toutes pièces des nouvelles structures et ils ont créé au fond ce qu'ils appellent des domiciles regroupés. Alors, la personne qui a posé la question disait 25 mètres carrés. Aujourd'hui, les Danois sont largement au-dessus. Pendant très longtemps, ils ont été avec des espaces privatifs de 40 mètres carrés. Et il y a 5-6 ans, ils sont passés à 60 mètres carrés. Alors, tu évoquais que j'essaie d'allier ce à quoi je crois et ce que je fais concrètement dans les établissements que je dirige, dans le Val-de-Marne. Nous n'avons cessé d'accroître la taille des espaces privatifs. Et le dernier établissement que nous avons construit, nous sommes à 30 mètres carrés, ce qui est déjà pas mal par rapport à la moyenne aujourd'hui en France, c'est à peu près de 20 mètres carrés. Et là, on a un projet d'un nouvel établissement, d'ailleurs tout près du 92, à Fresnes, où nous espérons pouvoir ouvrir un établissement avec des espaces de 35 mètres carrés. Donc oui, évidemment, je pense que la conception des établissements est tout aussi importante que le nombre de professionnels. Il faut des professionnels en plus. On a évoqué le 12 pour 10 du Danemark, mais il faut aussi que les établissements se transforment, et c'est ce que l'association que je préside propose, c'est qu'on transforme les établissements en domiciles regroupés, tant du point de vue des locaux que du point de vue juridique, ce qui aurait 1000 avantages, et ce qui ferait que les personnes vulnérables pourraient bénéficier de services qui seraient à leur porte, mais qu'elles seraient là où elles habitent, dans un véritable logement et un véritable domicile. C'est d'ailleurs ce que, je rebondis juste, on parlait de la CNSA, c'est ce que la CNSA appelle la logique domiciliaire et promeut depuis un rapport de 2018, dont vous imaginez bien que l'ADEPA et moi-même avons, sur lequel vous imaginez qu'on a pris une part très active. D'accord. Les questions, évidemment, en zone urbaine dense de type Paris et petite couronne immédiate posent un problème parce que la question, c'est la rareté du foncier. Et c'est vrai que faire des chambres de 20 mètres carrés, c'est malheureusement plus facile que des domiciles de 60. Donc, se pose aussi cette question de la proximité avec des familles qui habitent dans une zone urbaine dense versus partir un peu plus loin pour avoir plus de place. Comment les Danois ont-ils résolu la question, même si c'est un pays qui est beaucoup moins dense, bien sûr? Alors, ils ont fait des choix de ne pas repousser les personnes âgées en dehors de la ville. Alors, parfois par des petites unités, mais le problème, c'est que les petites unités, elles sont beaucoup plus coûteuses en personnel. Dans un établissement de 80 personnes âgées en France, vous avez 2 personnels la nuit. Si vous décidez de faire 4 fois
20 personnes, ben, vous aurez besoin de 8 professionnels au lieu de 2. Donc, on voit bien à travers ce simple exemple, et on pourrait le démultiplier, que moi, je suis économiste de formation, on ne connaît pas d'activité économique qui puisse être petite, de bonne qualité et peu chère. Ça n'existe pas. Si on veut faire pas trop cher, il faut faire, et qu'on veut faire de qualité, il faut faire grand. C'est le principe des supermarchés. Après, on peut faire petit et de très grande qualité, ça s'appelle de l'artisanat ou du luxe, mais forcément, c'est cher. Donc, il vaut mieux avoir des structures, et pendant longtemps d'ailleurs, la France a eu une espèce de dogme autour de structures à 60 ou 70 personnes, ce qui était très coûteux. Et comme il n'y avait pas les moyens, c'était encore plus difficile de les faire fonctionner. Alors bien sûr, on a un vrai problème à Paris, ça c'est incontestable. On a un vrai problème pour trouver du foncier dans Paris et dans la petite couronne. C'est moins difficile en grande couronne. Et puis, si on veut que les Parisiens âgés puissent vieillir à Paris, bah, il faudra régler aussi cette question. Bien sûr. Mais ça n'est pas simple, c'est clair. Donc, écoutez, l'idée, n'hésitez pas encore une fois, agiter votre petite main jaune qui me permettrait de vous donner la parole. J'ai des questions sur le financement. L'idée donc de la 5e branche, c'est une idée qui est un peu un serpent de mer. Hein. Ça fait des années qu'on dit qu'on va le faire. Et d'ailleurs, tous les gouvernements successifs l'ont inscrit dans leur programme. Tous les présidentiables l'ont fait. Et la question, c'est pourquoi ça n'a pas été fait? La question est posée par quelqu'un. Alors, bah, c'est une excellente question parce que Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin y ont réfléchi. Nicolas Sarkozy, candidat, s'y était engagé dans son programme de campagne. François Hollande s'y était engagé. Une fois élus, tous les deux ont dit qu'ils le feraient. Et moi, j'avais dit, vous savez qu'Emmanuel Macron ne l'avait pas promis dans sa campagne. Et moi, j'avais dit, les deux précédents l'ayant promis, ne l'ayant pas fait, peut-être celui qui ne l'a pas promis le fera-t-il. Et en fait, curieusement, en tout cas, l'affichage de la 5e branche, c'est fait, puisque là, il y a eu création d'une 5e branche, puisqu'il y a vote du Parlement. Alors malheureusement, aujourd'hui, c'est un principe. Alors on peut saluer cette réussite. C'est un principe qui aujourd'hui est une coquille vide, donc il faut remplir cette coquille, d'où les travaux de la CNSA et le rapport que la CNSA a fait au Parlement dans le cadre d'ailleurs de la création de cette branche. Et puis vous savez que Emmanuel Macron a promis une loi autonomie, il ne l'a pas promis en tant que candidat, mais suite aux grèves qu'il y a eu en 2018 dans les établissements et les services à domicile, lui aussi s'est engagé à créer une 5e branche d'aide à l'autonomie. Alors, vous savez que Brigitte Bourguignon, la ministre de l'autonomie, a été nommée pour ce faire. Va-t-elle réussir à sortir sa loi d'ici la fin de l'année ou pas? Bien, nous le verrons bien. Alors, comment on peut financer cette 5e branche? Il y a deux réflexions. Nicolas Sarkozy ne l'avait pas fait, mais il avait saisi le Conseil économique et social et environnemental qui avait fait une proposition en disant, une proposition qui avait été votée à l'unanimité, moins 2 abstentions, une taxe sur les successions. Bon, là, vous savez que ces sujets avaient été évoqués comme financement pour d'autres actions et qu'il y a eu beaucoup de débats au sein de la majorité et qu'on sait que le président est assez opposé à cette idée. Donc, le conseil de la CNSA a reproposé cette idée, mais a proposé une autre idée qui est la CSG. Augmentation de la CSG des actifs et augmentation de la CSG des retraités, pardon, et son alignement sur la CSG des actifs et création d'une CSG autonomie. Bon, voilà. D'accord, très bien. Ce qui est clair, c'est que soit les Français, ils vont payer l'aide à l'autonomie directement et très cher quand la personne est en établissement et de plus en plus cher quand la personne est aidée à domicile, c'est-à-dire au fond, c'est le client qui paye, soit par la solidarité nationale, ce n'est pas uniquement ceux qui sont concernés par la situation, mais l'ensemble des Français qui payent un petit peu. Oui, absolument. L'assurance personnelle versus l'assurance collective. C'est ça, tout à fait. Céline Dumais, vous voulez prendre la parole, Céline? Vous avez posé une question écrite, vous voulez la dire ou pas? Est-ce qu'on peut donner la parole François et Pierre? Parce que je pense que Céline ne peut pas ouvrir son micro. Bonsoir à tous. Alors, excusez-moi, je ne peux pas mettre ma caméra. Je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Allez-y, posez votre question.
Merci beaucoup. Je me permettais, bonsoir Monsieur Chanvert, je souhaitais savoir que pensez-vous de la prise en charge de la nutrition et de la renutrition des personnes âgées, ainsi que du maintien de l'activité sportive, qui sont quand même deux choses qui sont essentielles pour le maintien aussi bien de la santé physique que de la santé mentale des personnes âgées. Et comment pensez-vous qu'on puisse l'améliorer? Est-ce que beaucoup de choses sont déjà développées? Est-ce qu'on pourrait développer des solutions peut-être virtuelles pour les personnes âgées qui sont bloquées peut-être dans les EHPAD et qui pourraient jouer en ligne avec leurs petits-enfants à distance, notamment dans cette période un peu compliquée? Je ne sais pas. Parfait. Pascal, la nutrition, l'activité sportive. D'une façon générale, nutrition, j'ai évoqué la question majeure du manque de personnel. Mais en fait, il faudrait parler de la question majeure du manque de moyens dans les établissements et dans beaucoup de services à domicile. Donc, dans beaucoup d'établissements, l'attention n'est pas suffisamment portée sur la qualité de la nourriture. Moi, je pense que dans un pays comme le nôtre, alors je récuse cette idée stupide qu'à leur âge, ils n'ont plus que ça comme plaisir. Je peux vous assurer que des gens de 80, de 90 ans ou de 100 ans, ça sont des propos agistes, ont bien d'autres plaisirs que de manger. Mais dans un pays comme le nôtre, on attache autant d'importance à notre alimentation, au plaisir de manger et à la gastronomie, bien entendu que c'est quelque chose de tout à fait important. Et en tout cas, dans les établissements que je dirige, moi, j'ai fait en sorte que la qualité de l'alimentation, la qualité des repas soit un objectif majeur. On ne peut pas dire que ça soit le cas partout. Et puis, sur les activités physiques et sportives, c'est une des illustrations de ce que je disais tout à l'heure. J'évoquais le fait qu'on est beaucoup centré sur les activités physiques de base. Il faut que les personnes âgées soient propres, il faut qu'elles dorment, il faut qu'elles se lèvent, il faut qu'elles se lavent, il faut qu'elles mangent. On ne s'occupe pas du reste. J'évoquais le droit au loisir, le droit à la culture, mais vous avez raison. On pourrait parler du droit aux activités physiques. Et là encore, des activités physiques, cela suppose des professionnels pour les accompagner, et tout cela n'est pas pris en charge. Il faut bien que vous ayez en tête que quand vous allez, Philippe et maire, quand vous allez dans une commune, vous payez très peu du coût de fonctionnement de la piscine municipale. Vous payez très peu du coût de fonctionnement du musée régional ou national ou municipal. Vous payez très peu du coût de fonctionnement d'une crèche. Il se trouve qu'on a installé des crèches dans les structures personnes âgées que je dirige, dans le cadre de l'ouverture des établissements, dans le cadre de l'intergénération. Donc, je connais un peu la situation. Les parents d'enfants payent à peu près 20% du coût de fonctionnement d'une crèche. Le reste est payé notamment par la CAF, par le département et par d'autres intervenants. Quand une personne âgée vit en établissement, elle paye 60% du coût de fonctionnement d'un établissement. Donc, les Français disent la maison de retraite est chère. En fait, non, la maison de retraite, elle n'est pas chère, c'est qu'elle est mal remboursée. L'hôpital coûte 10 fois, 20 fois, 40 fois plus cher qu'une journée en maison de retraite. Simplement, ça ne paraît pas cher aux Français parce que ce ne sont pas les Français qui aujourd'hui sont à l'hôpital ou en clinique privée qui payent ça. C'est l'ensemble des Français grâce à l'assurance maladie. C'est ce que disait Philippe tout à l'heure, assurance collective, assurance individuelle. Donc, on est dans une situation où ce manque de moyens des établissements fait qu'il n'y a pas suffisamment d'intervenants pour accompagner les personnes âgées à des activités sportives adaptées. Donc, il y en a un peu, il y a des expérimentations, il y a des choses qui se font, mais on est très vite confronté au problème des moyens. Et donc, on en vient toujours à cette question de l'agisme. Tout à l'heure, la question était, mais pourquoi les différents présidents n'ont pas mis en place ce cinquième risque ou cette cinquième branche? Mais c'est l'agisme. Alors, moi, je ne veux pas dire que chacun des 4 présidents qui viennent de se succéder sont individuellement agistes, mais c'est les logiques globales qui sont agistes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la question vient en débat, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour les personnes âgées, il y a toujours autre chose de plus important. La question du grand âge, c'est toujours après. Et puis, il y a un autre élément. Je me souviens d'un élu val-de-marnais qui, je tairai son nom, mais il avait été extrêmement sincère. C'est pour ça que j'ai grand respect pour lui. Quelqu'un, à l'époque à laquelle on en parlait, il est décédé aujourd'hui, il avait 70, 75 ans, il était toujours sénateur. Et un jour, il me dit, c'est bien ce que vous faites, monsieur Chanvert, mais franchement, vos trucs, ça me fait peur. Et ça, c'est une véritable sincérité. C'est-à-dire que, comme le sujet fait peur à beaucoup de gens, on l'élude, on ne l'étudie pas,
et il y a toujours autre chose de plus prioritaire. J'ai terminé, mais je suis sur une image fixe de Philippe. Et est-ce que vous m'entendez? Mais moi, je ne vous entends plus. En tout cas, je n'entends plus Philippe. J'entends quelqu'un qui parle, mais de façon totalement inaudible. Alors, je ne sais pas si ça vient de moi ou de Philippe. Écoutez, je n'entends plus. Philippe, est-ce que tu peux me faire un geste pour me dire si tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, là, moi, je t'entends. Bon, j'ai pris mon iPhone parce que je pense qu'il y a une petite question. Est-ce que tu m'entends? Non, je disais que j'avais fait une petite enquête sans est-ce que tu dans les m'entends? établissements. Est-ce que tu m'entends? Je ne t'entends pas bien. Tu sais, Philippe, si tu as des problèmes, ce que je peux peut-être faire, c'est aller dans la discussion. Là, je vois Gilles Norroy. Est-ce que vous pouvez agiter la main pour dire si vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez, monsieur Norroy, Est-ce que vous lever la main m'entendez, si vous là? m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, Philippe, on t'entend. Très bien. Non, donc j'ai plusieurs personnes qui veulent prendre la parole et en particulier, j'avais Maurice Thomas. Maurice, si vous voulez prendre la parole. Et si l'organisateur pouvait me redonner la vidéo, ça serait génial. Maurice Thomas, vous avez demandé la parole. Est-ce que Maurice ne répond pas? Bon, très bien. Donc, j'ai des questions sur les protocoles Covid durant les protocoles Covid. Beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'ils ont eu des difficultés à accéder aux EHPAD durant l'épidémie, malgré des recommandations nationales d'ouvrir. Et j'ai un exemple, par exemple, dans ma commune, d'un monsieur dont c'était le 100e anniversaire et qui était vacciné, donc protégé, les 2 injections. Et parce qu'il y avait 2 cas dans l'EHPAD, eh bien, la direction a empêché la famille de venir le voir pour son 100e anniversaire. Peut-être, dans ces cas-là, espérant que celui-ci pourrait souhaiter son 101e anniversaire un an plus tard. Mais évidemment, vous imaginez le désappointement de la famille et de l'intéressé. Cette question de l'accès libre et de la liberté dans les EHPAD, tu as un commentaire? Oui, oui, bien sûr, parce que c'est une question absolument majeure. Bon, d'abord, il y a à peu près un an, au début de la crise, il faut bien voir que tout le monde était dans une situation d'effarement par rapport à ce qui se passait. On ne comprenait pas exactement ce qui se passait, on ne savait pas comment le virus se propageait. Vous savez qu'on n'avait pas les masques, on n'avait pas de tests. Donc, l'idée a été de se surprotéger. Nous avons eu à l'ADEPA, l'association que je préside, des craintes très vite parce que nous voyions monter des discours extrêmement sécuritaires. Certains responsables de la profession et certains responsables ministériels disant qu'il faudra faire des établissements pour personnes âgées, des forteresses contre le virus. Nous, ça nous a extrêmement inquiété, cette logique de forteresse, parce qu'une forteresse, ça veut dire qu'on n'y entre pas, qu'on n'en sort pas, et qu'on est, une fois de plus, dans cette logique hyper sécuritaire qui ne donne plus de place à la liberté. Pour le faire simple, il y a un continuum entre sécurité et liberté. Quand on va beaucoup du côté de la liberté, ben, on prend des risques pour sa sécurité. Pensez aux gens qui font du ski hors piste. Ils sont à fond pour la liberté, mais ils prennent de vrais risques pour leur sécurité. Mais à l'inverse, quand on prend de grands risques pour ça, ou plutôt quand on privilégie beaucoup la sécurité, eh bien, on prend évidemment de gros risques sur la liberté.
Et le modèle EHPAD, c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous souhaitons cette logique domiciliaire et que nous souhaitons transformer les établissements en domicile. Ce modèle EHPAD, il a été construit au tournant des années 2000 comme un modèle d'hypersécurité et dans lequel, pour le coup, nos aînés ne sont pas assez considérés comme des citoyens à part entière. Et ce que nous pensons, nous nous appuyons sur une démarche que nous avons créée qui s'appelle Citoyennage, qui donne la parole aux personnes âgées, qui s'appuient sur leurs paroles, sur leurs besoins, sur leurs désirs. Et donc, nous avons compris, notamment à travers leurs réactions, qu'il fallait redonner un coup de barre du côté de la liberté. Et nous avons donc pris la responsabilité de saisir le Comité consultatif national d'éthique. Et le Comité consultatif national d'éthique a dit, au fond, les mesures de protection dans les établissements, elles doivent être proportionnalisées, c'est-à-dire elles doivent être proportionnelles au risque et proportionnelles à la protection que l'on doit aux personnes âgées. Elle doit être individualisée, c'est-à-dire que ça n'est pas la même situation, et on le voit aujourd'hui, ça n'est pas la même situation, par exemple, pour des gens vaccinés et des gens non vaccinés, et elle doit être temporalisée, c'est-à-dire que s'il y a des mesures de restriction de liberté, elles doivent être extrêmement limitées dans le temps. Alors, le gouvernement s'est beaucoup servi de cet avis du comité d'éthique pour le deuxième confinement. Il y a eu moins de difficultés, mais je reconnais qu'il y en a encore parce qu'il y a encore des établissements qui sont beaucoup dans des logiques hypersécuritaires. Après, il faut voir que… Et Pascal, je t'interromps. Quelles sont les voies de recours des gens qui vont à souffrir encore aujourd'hui de ce genre d'attitude, encore aujourd'hui? Ben, moi, je dirais que le dialogue est le plus important. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans une logique globale. Parce que, oui, certains directeurs, et moi, je ne partage pas cette vision des choses, sont beaucoup trop sécuritaires. Mais ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de directeurs sont extrêmement inquiets de la situation et de la responsabilité qui est la leur. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand il y a eu des procès au cours de la nouvelle vague, procès qui n'ont toujours pas été jugés, mais quand il y a eu des dépôts de plainte, ils l'ont été de la part de familles qui ont porté plainte parce qu'il y a eu des décès. Alors, évidemment, quand les familles… Principe de précaution. Je comprends l'inquiétude et je peux comprendre la peine, mais quand des familles engagent la responsabilité des directeurs et des établissements sur le fait que les gens sont décédés, bien évidemment, ça logiquement entraîne des réactions de surprotection. Et aujourd'hui, après avoir dit « il ne faut pas que les gens meurent », on dit « oui, mais il faut qu'ils soient libres ». C'est un peu compliqué. Et c'est aussi profondément une des raisons pour lesquelles nous proposons de transformer les établissements en domicile. Parce que si les établissements deviennent des domiciles, il n'y a plus de recours contre le directeur ou contre l'établissement. On ne peut pas recourir contre le maire de Bois-Colombes, on ne peut pas déposer plainte contre le maire de Bois-Colombes parce qu'il y a une vieille dame qui est morte du coronavirus à Bois-Colombes. Et heureusement, c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous voulons dans l'avenir pour les établissements, parce que c'est comme ça qu'il y aura beaucoup plus de liberté. Tant qu'on donne la responsabilité de la vie et de la mort d'un groupe d'êtres humains à un autre être humain, l'être humain en question, il va être dans la surprotection. Merci. Alors, j'ai une dame qui demande la parole, mais madame, votre nom ne s'affiche pas, c'est marqué iPhone. Donc, je sais que vous avez un iPhone, si vous voulez ouvrir. Voilà, allez-y. Allez-y, parlez fort. On vous écoute, bonjour. Madame. Oui, bonjour, monsieur Juvin. Moi, je vous téléphone. Je voulais savoir simplement, j'ai eu déjà ma première dose de vaccin, Moderna. D'ailleurs, je vous avais envoyé un mail. Bon, le 22 avril, je dois être vaccinée pour ma deuxième dose. Est-ce que quand je serai vaccinée, je serai complètement immunisée ou pas? Voilà ma question. Non, pas complètement. Il y a parmi ceux qui sont vaccinés quelques cas, très très rares, mais quelques cas quand même. Et pour l'instant, on pense que le Moderna et le Pfizer diminuent considérablement, si vous attrapez la maladie, le risque que vous la transmettiez. Et donc, le risque n'est pas nul, il est résiduel, mais il n'est pas nul. Donc, il est certain que probablement vous ne ferez pas de forme grave, ce qui est une très bonne nouvelle si vous étiez malade, que vous pouvez quand même faire une forme pas minime, mais avec une très faible probabilité, et probablement vous ne serez pas contagieux ou très peu contagieux pour votre entourage. Donc, allez-y, vous pouvez faire la seconde injection. Au contraire, allez-y, allez-y.
J'avais une Madame Hotofer tout à l'heure qui voulait la parole. Est-ce qu'elle est là, Madame Hotofer? Oui. Vous ouvrez votre micro. Votre micro est fermé. Activé, ok, activé. Voilà, Vous il est ouvert. m'entendez? Oui. Bien. Bonsoir, bonsoir messieurs. Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Oui, très bien. Bien. Merci de m'accorder la parole. Alors, je suis soignante. Je suis partie à l'étranger en essayant de trouver de meilleures conditions de travail. Pour être précise, je travaille en Suisse depuis 4 ans. Mon constat, c'est que c'est très bien, une structure avec de belles rambardes, de beaux fauteuils, de belles assiettes, de beaux parcs, de beaux jardins. C'est valable partout au Danemark, aux 4 coins de la planète. Mais une fois pour toutes, je crois qu'il est temps de former le personnel, mais de le former aux personnes que l'on a en face de soi. Et les méthodes existent. Alors, j'ai essayé de l'écrire là, mais je n'arrive pas à envoyer. Alors, je vous le dis en parole en live. Il existe des méthodes d'approche des personnes âgées qui globalement présentent des troubles cognitifs légers à sévères, et on a une partie importante du personnel qui n'est pas habitué, qui n'est pas formé à cela. Alors, quand on parle d'améliorer ce qu'il y a dans l'assiette, il faut aussi améliorer la façon dont on amène les choses, parce que les problèmes de dénutrition, ils se situent aussi au niveau de la prise en charge. Et globalement, il y a des prises en charge qui ne fonctionnent pas, et c'est fréquent, et c'est partout. Et c'est fatigant parce qu'on recrute du personnel qui se veut soignant, bienveillant, mais qui ne s'interroge pas sur la notion de bienveillance. Et là, je renvoie tout simplement à la philosophie de l'humanitude. C'est un boulot qui sert à quelque chose, et une fois pour toutes, ça devrait être une obligation. Profitez-en, ça vient de la France, mais profitez-en, c'est pas très cher, et formez le personnel à la validation. Et après, on peut aborder Montessori si on veut, mais dans le bon sens. Merci beaucoup. Donc, voilà, la question de la formation, merci Madame Hotofer, la question de la formation et la question de la bienveillance, Pascal. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Premier élément, c'est de prendre conscience de cette logique de l'agisme et donc de faire en sorte que les professionnels, qui ne sont pas des bulles d'oxygène dans la société, qui sont profondément dans la société, que les professionnels prennent conscience de tous les préjugés agistes qui font qu'on n'écoute pas les personnes âgées, qu'on ne les écoute pas comme on écoute des citoyens plus jeunes, comme on écoute des jeunes enfants. Pendant longtemps, on a cru, je parle sous le couvert de Philippe, on a cru en médecine qu'il n'y avait pas de souffrance chez le tout petit, par exemple. On sait que tout ça était totalement stupide et qu'évidemment, il faut se préoccuper de la souffrance des petits, de leur expression, de ce qu'ils disent. Et donc, évidemment, quelqu'un un jour avait Le Monde avait donné une interview de moi et ils avaient donné un dessin à côté. Et il y avait quelqu'un qui disait on a compris que le bébé est une personne, maintenant il faut comprendre que le pépé est une personne. C'est tout à fait ça. Donc ça, c'est le premier élément. C'est se départir de ces logiques agistes et d'être vraiment en écoute, en totale empathie avec les personnes âgées à domicile ou en établissement. Ensuite, vous avez parfaitement raison, il y a plusieurs méthodes. L'une est française, effectivement, Humanitude. On s'en sert dans plusieurs des établissements que je dirige et c'est extrêmement utile. Il y en a d'autres que vous avez cités, Montessori, la validation d'une américaine qui s'appelle Naomi Feil. Tout ça est extrêmement important et de toute façon, il faut beaucoup mieux former les professionnels. Il faut plus de professionnels et plus de professionnels formés. Une dernière illustration, là, les ministres ont accepté que nous puissions avoir des renforts de psychologues suite au drame auquel ont conduit les confinements. Mais est-ce que vous savez que dans un établissement moyen pour personnes âgées, il y a en moyenne 40% à 50% d'un temps plein de psychologues, pas plus. Parfois pour des structures de 110 à 120 personnes. Bon, ben c'est un scandale absolu. Et à domicile, vous n'avez quasiment pas de psychologues dans les services à domicile. Ben, voilà quelque chose qu'il faut mettre en place. Il faut les psychologues pour accompagner les personnes âgées, parfois pour soutenir les familles et aussi pour aider les équipes. Espérons qu'avec la 5e branche, nous y arriverons. Je vais donner la parole à Siam Kilani et qui se prépare à poser sa question donc. En attendant, l'augmentation de la CSG telle qu'il est proposée, elle est proposée par la CNSA que tu as dit tout à l'heure, la CSG dépendance. Est-ce qu'elle permettrait de payer tout ça ou ça serait insuffisant? Alors, après, la question, c'est celle du volume. Alors, la proposition de la CNSA, c'est 20 milliards en année pleine.
avec 20 milliards en année pleine, on augmente considérablement le nombre de professionnels, on a des professionnels mieux formés, on diminue le prix payé en établissement et on augmente le nombre de professionnels dans les services à domicile. D'accord. Madame Siam Kilani, pardon, je vous en prie, si vous voulez prendre la parole. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît. Voilà, j'ai une question. Pourquoi ne pas faire de journées portes ouvertes au sein des maisons de retraite, justement, pour que les personnes puissent voir à quoi consiste le poste, voir s'ils aiment faire ça. Enfin, pourquoi ne pas proposer ça? Il y a plein de demandeurs d'emploi, ils ne connaissent peut-être pas les postes, ils seraient peut-être intéressés. Pourquoi ne pas faire ça? Je vais vous dire, je ne peux pas répondre à votre question parce qu'en fait, moi, je le fais. Dans les structures que je dirige, je vous ai dit, il y a des crèches. Là où je me trouve à Saint-Maur, il y a un théâtre dans l'établissement, un théâtre qui est ouvert sur l'extérieur, donc qui est en programmation permanente, en lien avec la commune. Les crèches sont en lien avec la commune, à Saint-Maur aussi à Bonneuil. À Sucy-en-Brie, on a le relais assistante maternelle qui est dans l'établissement pour personnes âgées. À Sucy et à Saint-Maur, à Bonneuil, on a des salons de coiffure. À Créteil, on a une épicerie solidaire dans l'établissement pour personnes âgées. On a des profs de sport, des profs de poterie qui donnent des cours dans l'établissement. Enfin voilà, on a multiplié toutes les logiques d'ouverture de l'établissement. Alors pourquoi ça ne se fait pas assez? Alors, je dois reconnaître que dans les établissements que je dirige, on manque un peu moins de personnel qu'ailleurs. Je vous parlais tout à l'heure du 8 pour 10. On est de l'ordre de 7 pour 10. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qui avait été annoncé, mais on est un peu au-dessus de la moyenne nationale. Et puis, on a décidé d'ouvrir la structure. Et c'est vrai que c'est pour ça pourquoi nous prenons cette logique domiciliaire et cette logique d'ouverture des établissements. Moi, je crois que l'avenir des établissements, c'est d'être des structures totalement ouvertes sur la ville. Et à Fresnes, l'établissement là que nous envisageons de construire, eh bien, nous l'envisageons aussi dans une logique extrêmement ouverte sur la commune. Merci. Il y a Georges qui a une question, puis Maurice Thomas. Donc Georges d'abord, et puis Maurice se prépare. Oui, bonsoir. Moi, j'ai posé ma question par écrit. Ce que je voudrais savoir, c'est comment sont rémunérées les aides à domicile dans les autres pays européens, entre autres. Il y a un gros manque je pense qu'il y a un gros problème de salaire au niveau des aides à domicile et même des employés des EHPAD, quoi. Ce sont souvent des personnes qui ne trouvent pas d'emploi, qui n'ont pas de diplôme, qui du coup, effectivement, ne sont pas formées. Donc, c'est compliqué. Et ces emplois-là, d'aide à domicile, nous, on le voit dans les territoires ruraux. Et moi, je suis dans le Cantal, c'est difficile de trouver des personnels. Et c'est souvent considéré comme sous-emploi. Ouais. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Vous avez raison pour le dire vite. Vous avez raison sur 2 points. D'abord, c'est considéré comme des sous-emplois parce que dans une société qui dévalorise les personnes âgées, on dévalorise ceux qui travaillent auprès des personnes âgées. Un bon médecin, un bon directeur, une bonne aide-soignante, c'est à l'hôpital, c'est pas dans les maisons de retraite ou dans les services à domicile. Ça, c'est cette dévalorisation agiste. Donc, plus on évoquera l'agisme, plus on comprendra les uns et les autres quelle est cette logique folle dans laquelle la société essaie de nous envoyer, et plus nous serons en mesure de réagir par rapport à ça. Ça, c'est le premier élément. Non, ça n'a rien de dévalorisant. Philippe l'a dit tout à l'heure, moi, je suis directeur d'hôpital de formation. Ça fait 35 ans que je travaille dans l'aide aux personnes âgées. Je ne me sens pas comme un directeur d'hôpital de seconde zone. Je suis un directeur qui est ravi de diriger des établissements, des services à domicile. Deuxième élément sur le fait que les professionnels sont peu formés, c'est qu'il n'y a pas les moyens de fonctionner dans les services à domicile. Au fond, aujourd'hui, on pense qu'une heure d'aide à domicile, ça devrait être de l'ordre de 30 € de l'heure. Quand vous allez chez le coiffeur, vous êtes de l'ordre de 60 € de l'heure. Quand vous faites venir un plombier chez vous, c'est de l'ordre de 80 € de l'heure. J'ai fait venir récemment un chauffagiste chez moi, j'en ai eu pour 80 € de l'intervention. Et il n'est pas resté 1 heure. Bon, il m'a réparé mon problème, j'en suis ravi. Je l'ai quand même payé 80 € pour le déplacement. Aujourd'hui, on considère qu'un service d'aide à domicile, le bon niveau, ça devrait être de l'ordre de… Enfin, aujourd'hui, en moyenne, on est entre 19 et 20 € de l'heure. Voilà, on est à 19 et 20 € de l'heure, il faudrait qu'on soit à 30. Donc là aussi, espérons que cette 5e branche et cette loi autonomie permettront de mieux financer ça. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Avec 20 € de l'heure, on a des professionnels. Alors, c'est moins catastrophique dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne, en gros, en Île-de-France, mais ça reste insuffisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, d'abord, on oblige les salariés à du temps partiel contraint, ce qui fait qu'il y a beaucoup de salariés qui ne gagnent même pas le SMIC. Et puis, on recrute beaucoup de professionnels issus de l'immigration et généralement peu formés. Donc forcément, ça donne de l'insatisfaction un peu partout. Merci. Il faut savoir que Georges. le secteur de l'aide à domicile est un des premiers secteurs employeurs de travailleurs pauvres et en fait de travailleuses pauvres parce que ce sont des femmes salariées souvent à la tête de familles monoparentales d'ailleurs. Georges, puis Maurice Thomas. Georges, je vous avais fini, hein, je crois. Oui, je crois que c'est à Maurice Thomas. Merci. Maurice Avant le président Macron. Oui, Maurice avant Emmanuel. Ah. On ne vous entend pas, monsieur Thomas. Oui, on ne vous entend pas, monsieur Thomas. Est-ce que vous êtes là? S'il a posé sa question par écrit, je peux peut-être la regarder et y répondre. Il y a tellement de questions. Question. Les familles ont-elles été tentées de reprendre leurs aînés durant le confinement? Alors, si je peux me permettre, on ne reprend pas son aîné comme on reprend un vieil objet. Par contre, des personnes âgées, oui, auraient pu souhaiter revenir ou aller dans leur famille. Mais généralement, pendant la première vague, c'était assez inconcevable. Après, bien entendu, que quand on vit en établissement, on n'est pas dans une prison, dans un établissement pour personnes âgées. Même si tout ça fonctionne mal, il y a quand même des règles de droit qui garantissent les droits des personnes âgées. Donc, une personne âgée qui vient en établissement, elle peut toujours changer d'établissement ou rentrer chez elle, ou aller vivre chez ses enfants. J'ai une autre question écrite après celle-ci. Une deuxième, êtes-vous favorable à la vaccination obligatoire des personnels en EHPAD? Non. Il est illogique d'interdire des visites pour raison de Covid alors que les personnes elles-mêmes ne sont pas vaccinées. 3 points de suspension. Qu'en penses-tu? Alors, je suis contre la vaccination obligatoire et à la départ, on est contre parce que, au fond, c'est le meilleur moyen de braquer un certain nombre de professionnels. Moi, je crois beaucoup plus à la pédagogie. Autre élément, il faut bien voir que, je crois que c'est pareil d'ailleurs à l'hôpital, les médecins, les directeurs sont pratiquement tous vaccinés. Moi, en tout cas, j'ai plus de 60 ans, je rentrais dans les cases, donc je suis vacciné. On voit bien que les infirmières sont majoritairement vaccinées, les aides-soignantes sont à 1/3 vaccinés et les personnels de service encore moins. Au fond, ce que tous les politologues, tous les sociologues qui ont étudié la question disent, c'est que la méfiance par rapport au virus, c'est une méfiance par rapport au pouvoir public. Et franchement, dans le secteur, compte tenu de la situation, que les professionnels soient méfiants par rapport à un État qui nous dit « je fais tout ce qu'il faut pour les personnes âgées » alors que concrètement sur le terrain, ça ne se réalise pas, moi je comprends cette méfiance. Simplement, je dis à ces professionnels, il y a d'autres moyens de manifester votre désaccord. Moi, je le fais ce soir devant vous. Il y a d'autres moyens de manifester son désaccord et il ne faut pas le faire à travers une espèce de grève du vaccin qui ne réglera en rien la situation. Mais pour autant, je comprends ces salariés et je pense que ce serait violent que de leur imposer la vaccination. Il faut convaincre et je pense qu'on peut y arriver. Je suis d'accord avec toi, la question de la confiance est fondamentale et c'est ce qui manque, ce qui a beaucoup manqué, je crois, dans cette crise. Écoutez, mes amis, mon cher Pascal, le temps a passé très vite, on est plus de 100 personnes et il y a eu beaucoup de questions. On n'a pas répondu à toutes, je vais te les faire passer. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions à Pascal Chanvert. Si vous en avez que vous n'avez pas eu le temps de poser, vous m'envoyez à mon mail et Pascal, évidemment, essaiera d'y répondre. Nous sommes obligés de nous quitter un peu plus rapidement que d'habitude parce que, et là, vous avez les différentes adresses sur lesquelles vous pouvez m'envoyer vos questions, puisque le président de la République va parler dans quelques instants, quelques minutes. Ça aura des effets, évidemment, sur les établissements de santé et particulièrement sur ceux recevant des personnes âgées. Eh bien, nous allons suivre tout ça, chacun dans notre coin. Je vous souhaite à vous tous beaucoup de courage et merci infiniment, mon cher Pascal. Il y a encore beaucoup de travail, je pense qu'on va se revoir. À bientôt. Plaisir, à bientôt et au revoir à tous. Au revoir. Et merci Philippe pour ton invitation. À bientôt.